Bienvenue dans les profondeurs glaciales de cet iceberg dédié au mystère du paranormal. Nous commençons notre descente en surface avec un objet lié au célèbre époux Warren. Le rocking chair du diable appartenait à l'origine à la famille Glatzel au début des années 80. Leur jeune fils, David, devint la proie d'une entité maléfique qu'ils surnommaient simplement la Bête. Face à l'inexplicable, les parents terrifiés finirent par solliciter l'aide de l'Église catholique. Les Warren affirmèrent rapidement que l'enfant était possédé par le diable en personne. Durant un exorcisme ultime, un jeune homme commit l'erreur fatale de défier le démon. Arne Johnson demanda à l'entité de le posséder, lui plutôt que le petit David. Quelques mois plus tard, Arne assassina son propriétaire sous l'emprise d'une force obscure. Ce fut la première fois dans l'histoire américaine que la possession démoniaque fut utilisée comme défense. Quant au fauteuil, des témoins affirment l'avoir vu léviter lors des rituels. Lorraine Warren prétendait même y voir un démon assis, observant silencieusement la scène. En 2019, l'enquêteur Zach Bagans racheta l'objet pour $67 000. Lors de sa présentation au public, des phénomènes étranges ne tardèrent pas à se manifester. Une femme s'évanouit soudainement tandis que d'autres visiteurs éclataient en sanglots inexpliqués. Rappelons tout de même que Bagan est un professionnel de la production d'émissions paranormales. La frontière entre réalité et mise en scène reste souvent floue dans ce milieu. Mais l'histoire de ce siège n'est que la partie émergée de notre iceberg. Préparez-vous, car nous allons maintenant descendre vers des récits encore plus sombres. Le froid commence à se faire sentir alors que la lumière s'estompe. Avez-vous déjà entendu parler de la véritable poupée qui a inspiré le film Chucky ? Son nom est Robert et son histoire commence en 1904 à Key West. Offerte au petit Robert Eugenotto, elle devint rapidement son unique compagnon. L'enfant commença à parler à la poupée, mais ses parents entendirent une réponse différente. Une voix grave et méconnaissable semblait émaner du jouet inanimé. Dès qu'une bêtise était faite, l'enfant accusait invariablement Robert. Même à l'âge adulte, Eugene refusa de se séparer de sa poupée maléfique. Lorsqu'il se maria, sa femme exigea que Robert soit enfermé au grenier. Des voisins affirmèrent alors voir la poupée observer les passants depuis la fenêtre. Des rires d'enfants et des bruits de pas résonnaient dans toute la demeure déserte. Après la mort d'Eugène, la nouvelle propriétaire découvrit à son tour l'horreur. Un plombier témoigna avoir vu Robert changer de place tout seul en un instant. Le visage de la poupée semblait se transformer selon les conversations qu'elle écoutait. Aujourd'hui, Robert réside au musée de Key West sous haute surveillance. Attention, il est formellement interdit de lui manquer de respect ou de le photographier sans permission. Ceux qui bravent cet interdit reçoivent, paraît-il, une avalanche de malheur. Le musée reçoit d'ailleurs des centaines de lettres d'excuses de visiteurs repentis. La réalité dépasse parfois la fiction de manière particulièrement dérangeante. Mais ce n'est que le début de notre voyage au pays des objets maudits. Quittons la poupée Robert pour un siège dont personne n'ose plus s'approcher. Nous quittons les balancements du rocking chair pour affronter un regard figé dans le temps. Dans les recoins de Key West, une légende de paille et de tissu attend patiemment ses victimes. Son nom est Robert et il n'est pas un simple jouet pour enfants. Tout commence en 1904 lorsqu'un jeune garçon nommé Jane Otto reçoit ce cadeau étrange. La rumeur dit qu'une servante mécontente, experte en vaudou, aurait insufflé une âme à la créature. Rapidement, Jane commence à parler à sa poupée pendant des heures entières. Les parents entendent alors une voix grave et rocailleuse répondre au petit garçon. Des bruits de pas précipités résonnent dans les combles alors que personne ne s'y trouve. Jane se réveille souvent en hurlant, entouré de meubles renversés dans sa chambre. Il pointe alors du doigt la poupée immobile et murmure simplement « C'est Robert qui l'a fait ». Les années passent, mais l'influence de Robert ne diminue jamais sur son propriétaire. Même une fois marié, Jean refuse de se séparer de son compagnon d'enfance. Sa femme, terrifiée, exige que Robert soit enfermé définitivement dans le grenier. Des voisins affirment voir la poupée passer d'une fenêtre à l'autre lorsque la maison est vide. Des éclats de rire enfantins s'échappent des murs, glaçant le sang des passants. Après la mort de Jean en 1974, Robert attend son heure dans l'obscurité. Une nouvelle famille emménage et leur petite fille découvre la poupée délaissée. La fillette se met à hurler la nuit, prétendant que Robert a tenté de l'assassiner. Face à cette terreur insoutenable, la poupée est finalement donnée au musée East Martello. C'est là que le véritable cauchemar pour le public commence. Les gardiens du musée remarquent des changements d'expression sur son visage de tissu. Ses mains semblent avoir bougé pendant la nuit, malgré le verre scellé.
Une règle stricte est imposée à tous les visiteurs, demandez la permission avant de le photographier. Ceux qui ignorent cet avertissement subissent des conséquences immédiates et brutales. Des appareils photo tombent en panne ou affichent des images totalement noires. Des touristes rapportent des accidents de voiture inexpliqués juste après leur visite. Le mur derrière sa vitrine est recouvert de milliers de lettres d'excuses. « S'il vous plaît Robert, pardonnez-moi » disent-elles pour conjurer le mauvais sort. La ressemblance avec une certaine poupée de cinéma n'est pas une coïncidence. L'histoire de Robert a directement inspiré la création du personnage de Chucky. Mais contrairement au film, Robert n'a pas besoin de courir pour vous atteindre. Son pouvoir réside dans l'énergie maléfique qu'il projette depuis son trône de bois. Certains disent qu'il communique avec d'autres objets du musée à la nuit tombée. Les capteurs de mouvement se déclenchent sans aucune raison apparente. Un expert en paranormal a filmé une ombre se détachant de la poupée. Le silence dans cette pièce est plus lourd que partout ailleurs. Même les plus sceptiques repartent avec une sensation de malaise au creux de l'estomac. Robert reste là, observant chaque âme qui franchit le seuil de sa prison. Mais il n'est qu'un étage supérieur de notre iceberg du macabre. Tandis que la poupée nous surveille, un objet plus mortel encore attend dans l'ombre. Une chaise sur laquelle s'asseoir signifie signer son propre arrêt de mort. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi personne n'a survécu au siège de Thomas Busby ? Pour comprendre l'horreur de cet objet, nous devons voyager dans le temps jusqu'en 1702, dans le Yorkshire du Nord. C'est ici que vivait Thomas Busby, un homme connu pour son tempérament violent et son penchant pour la boisson. Son destin bascula lorsqu'il entra en conflit avec son beau-père, Daniel Otti, au sujet de son entreprise de fausse monnaie. Un soir, en rentrant à l'auberge, Busby trouva Daniel assis dans sa chaise préférée, ce qui déclencha une rage meurtrière. Busby assassina froidement Daniel Otti cette nuit-là, scellant ainsi son propre sort. Arrêté et condamné à mort par pendaison, Busby eut une dernière requête avant de monter au gibet. Il demanda à prendre son dernier repas assis dans sa chaise fétiche à l'auberge locale. Alors qu'on l'emmenait vers la potence, il hurla une malédiction qui allait traverser les siècles. « Que la mort subite frappe quiconque osera s'asseoir dans ma chaise désormais » cria-t-il aux témoins. Pendant de nombreuses années, la chaise resta dans l'auberge, devenue le Busby Stoop Inn comme une curiosité macabre. Mais les sceptiques allaient bientôt apprendre à leurs dépens que les mots de Busby n'étaient pas de vaines menaces. Le premier incident documenté concerne un ramoneur qui, par défi, s'assit dans le fauteuil en 1894. Le lendemain matin, il fut retrouvé pendu à un poteau près de l'endroit même où Busby avait été exécuté. Durant la Seconde Guerre mondiale, des aviateurs canadiens stationnés à proximité fréquentaient l'auberge régulièrement. Ceux qui acceptaient le défi de s'asseoir dans la chaise de Busby ne revenaient jamais de leur mission de bombardement. En 1967, 2 pilotes de l'armée de l'air tentèrent l'expérience, se moquant ouvertement de la légende locale. Quelques minutes après avoir quitté l'établissement, leur camion percuta un arbre de plein fouet, les tuant instantanément. Le propriétaire de l'auberge, Tony Earnshaw, commença à remarquer un schéma terrifiant se dessiner sous ses yeux. Un maçon local s'assit dans la chaise lors d'une pause déjeuner et mourut l'après-midi même en tombant d'un toit. Une femme de ménage qui nettoyait la salle trébucha et tomba directement dans le fauteuil par accident. Elle développa une tumeur cérébrale foudroyante peu de temps après et s'éteignit dans d'atroces souffrances. La liste des victimes s'allongeait, comptant plus de 60 décès attribués directement à la malédiction de Busby. Earnshaw, terrifié à l'idée que d'autres innocents meurent, décida de déplacer la chaise dans la cave de l'auberge. Même cachée dans l'obscurité, la chaise semblait attirer le malheur vers ceux qui s'en approchaient. Un livreur de bière, curieux de voir l'objet légendaire, s'y assit brièvement pendant qu'il déchargeait sa cargaison. Il perdit le contrôle de son camion de livraison sur une route droite et dégagé moins d'une heure plus tard. Finalement, en 1978, Tony Earnshaw fit don de la chaise au musée de Thirsk avec une condition absolue. Personne, sous aucun prétexte, ne devait plus jamais avoir la possibilité de s'y asseoir. Le conservateur du musée accepta le défi et installa la chaise à une hauteur inhabituelle. Elle est aujourd'hui suspendue à 5 pieds du sol, fixée solidement au mur pour empêcher tout contact physique. Certains visiteurs affirment ressentir une vague de froid intense en passant sous l'objet maudit. Les scientifiques ont tenté d'analyser le bois pour y trouver des traces de substances toxiques ou de moisissures hallucinogènes. Cependant, aucune explication rationnelle n'a jamais pu justifier la série statistique de morts violentes liées à ce siège. La légende dit que l'esprit de Thomas Busby est toujours lié aux fibres de ce chêne bicentenaire.
Sa soif de vengeance ne semble pas s'être apaisée avec le temps, malgré son emprisonnement au musée. Même sans occupant, la chaise semble dégager une aura de malveillance qui repousse les animaux domestiques. Thirsk est devenu un lieu de pèlerinage pour les amateurs de paranormal du monde entier. Mais tous repartent avec le même avertissement, ne jamais tenter de défier ce qui dépasse notre compréhension. Car la malédiction de Busby n'est que la partie émergée de l'iceberg des objets hantés. Si une simple chaise peut tuer, imaginez ce que peut faire un objet conçu pour capturer les larmes. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons pourquoi des centaines de maisons ont brûlé, laissant un seul témoin intact. Êtes-vous prêt à affronter le regard du garçon qui pleure ? Ce regard mélancolique a hanté des milliers de foyers britanniques dès les années 50. Tout commence par une simple série de portraits produits en masse par un artiste mystérieux. Giovanni Bragolin était le nom derrière ces œuvres si troublantes. Personne ne comprenait vraiment pourquoi un tel sujet rencontrait un succès aussi fulgurant. Mais derrière la tristesse de l'enfant se cachait une réalité bien plus dévastatrice. Le 4 septembre 1985, le journal The Sun publie un article qui va changer la perception de ces tableaux à jamais. Un pompier du Yorkshire affirmait avoir trouvé ses portraits intacts au milieu de décombres carbonisés. Des maisons entières partaient en fumée, mais le garçon continuait de pleurer sur sa toile immaculée. Les pompiers eux-mêmes commençaient à refuser d'avoir ces objets chez eux par pure superstition. La légende raconte que le modèle original était un petit orphelin nommé Don Bonillo. Cet enfant aurait été maudit par un prêtre car des incendies éclataient partout où il passait. On le surnommait l'enfant du diable à cause de cette étrange affliction. Bragolin aurait adopté l'enfant pour le peindre malgré les avertissements sur les dangers encourus. Peu après, l'atelier de l'artiste fut entièrement ravagé par les flammes. L'enfant disparut dans l'incendie, mais son image survécut pour tourmenter le monde. Des témoignages affirment que le tableau attire la foudre ou les courts-circuits. Certains propriétaires disent d'avoir entendu des bruits de sanglots étouffés venant des murs. La psychose fut telle que des milliers de personnes ont brûlé leurs exemplaires lors de grands brasiers organisés. Pourtant, certains exemplaires refusaient obstinément de brûler même dans ces feux contrôlés. Les experts ont tenté d'expliquer ce phénomène par l'utilisation d'un vernis ignifuge. Mais pourquoi seulement ce modèle précis de tableau présentait-il cette résistance ? On raconte que si vous traitez mal le tableau, le garçon se vengera par le feu. Une femme a rapporté que son exemplaire a commencé à transpirer une substance huileuse avant un drame. 10 minutes plus tard, sa cuisine était la proie d'une explosion de gaz inexpliquée. Encore une fois, le tableau fut retrouvé sans une seule égratignure. Est-ce le portrait d'un enfant qui cherche désespérément de la chaleur ou une entité malveillante ? La malédiction semble s'être calmée avec le temps, mais des milliers de copies circulent toujours. En trouverez-vous un dans le grenier de vos grands-parents lors de votre prochaine visite ? Si c'est le cas, un conseil, ne le décrochez jamais brutalement. Car le garçon qui pleure n'aime pas être ignoré ou maltraité. L'histoire des objets maudits ne s'arrête pas à de simples images sur une toile. Parfois, l'horreur s'installe directement au cœur de votre foyer, là où vous vous sentez le plus en sécurité. Imaginez acheter un meuble d'occasion pour vos enfants et réaliser que quelque chose d'autre a emménagé avec vous. C'est exactement ce qui est arrivé à la famille Thalmann avec un simple lit superposé. Dès la première nuit, les enfants ont commencé à tomber malades sans aucune raison médicale. Ils parlaient d'une silhouette sombre qui se tenait au pied de leur lit, les observant fixement. La radio s'allumait toute seule à plein volume, diffusant des bruits de statique terrifiants. La famille a fini par découvrir que le lit provenait d'une maison où des rituels occultes avaient été pratiqués. Mais le pire restait à venir pour les Thalmann, car l'entité ne voulait plus partir. Les apparitions sont devenues physiques, projetant des objets à travers la pièce. La mère a même vu le lit léviter de quelques centimètres au-dessus du sol. Ils ont dû fuir leur propre maison en pleine nuit pour ne plus jamais y revenir. Qu'est-il advenu de ce lit maudit ? Il attend peut-être son prochain propriétaire ? Mais ce n'est rien comparé à ce qui hante les profondeurs du niveau suivant de notre iceberg. Les histoires deviennent plus sombres et les objets plus mortels. Avez-vous déjà entendu parler de la commode qui tue ses propriétaires un par un ? Ou du navire géant qui a été hanté avant même sa mise à l'eau ? Préparez-vous, car nous descendons là où la lumière ne pénètre plus. La suite risque de briser vos certitudes sur la sécurité de votre propre foyer. Restez avec nous pour découvrir les secrets de la commode en acajou. Nous quittons les flammes des tableaux maudits pour nous rendre dans le Wisconsin rural de la fin des années 80. La famille Thalmann menait une vie parfaitement ordinaire avant de faire une acquisition qui allait tout changer.
En quête de mobilier pour leurs enfants, Allen et Tali Tallman achètent un lit superposé d'occasion dans un vide-grenier local. Dès que l'imposante structure en bois est installée dans la chambre des enfants, l'atmosphère de la maison s'alourdit. Les enfants commencent immédiatement à se plaindre de bruits étranges provenant des lattes de bois pendant la nuit. Des craquements sinistres résonnent dans le silence de la nuit, comme si le bois lui-même gémissait de douleur. Bientôt, la plus jeune fille affirme voir une vieille femme hideuse apparaître dans le coin de sa chambre. Cette apparition silencieuse ne fait que fixer les enfants avec des yeux vitreux et malveillants. Pensant d'abord à des cauchemars enfantins, Allen Tallman finit par être témoin de phénomènes inexplicables. La radio s'allume toute seule à plein volume au milieu de la nuit sur des fréquences de bruit blanc. Des voix gutturales semblent émaner des murs de la chambre, murmurant des paroles inintelligibles. L'odeur de soufre et de pourriture commence à envahir le deuxième étage de la demeure familiale. La situation dégénère lorsqu'Allen découvre que ses outils dans le garage sont déplacés de manière méthodique. Sa femme Tali décide de faire appel à un pasteur pour bénir la maison et chasser l'obscurité. Durant la bénédiction, les fenêtres se mettent à trembler violemment comme si quelqu'un frappait de l'extérieur. Le pasteur avoue ressentir une présence maléfique attachée à un objet précis dans la chambre des enfants. Quelques jours plus tard, Allen aperçoit une silhouette noire massive se tenant au pied de son propre lit. L'ombre lui murmure « Viens ici » d'une voix qui semble venir d'outre-tombe. Les Tallman tentent de brûler le lit, mais le bois refuse de prendre feu malgré l'utilisation d'essence. Des visages hurlants semblent se former dans la fumée noire qui s'élève du brasier inefficace. Pris de panique, la famille s'enfuit de la maison en pleine nuit sans même emporter leurs affaires. Ils passent plusieurs semaines dans un motel, refusant de remettre les pieds dans leur propre foyer. Des enquêteurs paranormaux visitent ensuite la demeure et rapportent des chutes de température brutales. Ils découvrent que le lit superposé avait été fabriqué à partir de bois provenant d'une église démolie. Ce bois sacré aurait été souillé par des rituels occultes pratiqués clandestinement dans les ruines. L'entité attachée au lit n'était pas un fantôme, mais un démon territorial refusant de partir. Finalement, Allen parvient à enterrer les morceaux du lit dans une décharge scellée au béton. Cependant, la famille n'a jamais retrouvé la paix et a fini par déménager définitivement. Les nouveaux propriétaires ont signalé avoir entendu des pleurs d'enfants venant du grenier vide. Cette affaire reste l'une des plus documentées du Wisconsin à cause du nombre de témoins oculaires. Mais l'iceberg ne s'arrête pas à une simple chambre d'enfants hantée. Nous descendons encore plus bas, là où les objets ne se contentent pas de hanter, mais de tuer. Connaissez-vous l'histoire de la commode en acajou qui a causé la mort de plusieurs de ses propriétaires ? Chaque tiroir semble renfermer un secret plus lourd que le précédent. Cet objet nous mène directement à une tragédie encore plus vaste impliquant des milliers de vies. Le SS Great Eastern, un géant des mers considéré comme un navire maudit dès sa construction. Des ouvriers emmurés vivant dans la double coque hurlent encore dans les souvenirs des marins. Comment un meuble et un paquebot peuvent-ils partager le même destin funeste ? La réponse se trouve dans les soutes obscures de l'histoire maritime. Mais avant d'aborder ces mastodontes, un cri s'échappe encore du lit des Tallman. Une main squelettique émerge soudainement dessous le matelas poussiéreux. La silhouette noire n'est pas partie avec les Tallman, elle attend son prochain propriétaire. Restez avec nous car ce que nous allons découvrir sur la commode en acajou dépasse l'entendement. L'histoire que je m'apprête à vous raconter commence avec un simple meuble en apparence inoffensif. Cette commode en acajou sculpté est connue pour avoir apporté le malheur à quiconque osait l'installer chez soi. Tout commence au milieu du 19e siècle lorsqu'un riche marchand fait l'acquisition de cet objet massif. Quelques jours seulement après son arrivée, le premier drame frappe la famille sans aucun avertissement. Le fils cadet de la famille tombe mystérieusement malade d'une fièvre que les médecins ne peuvent expliquer. Les témoins racontent que la commode semblait vibrer d'une énergie malveillante durant les nuits les plus sombres. En moins d'1 an, 3 membres de la maisonnée perdent la vie dans des circonstances atroces. Le meuble finit par être vendu aux enchères, transmettant sa malédiction à ses nouveaux propriétaires. On raconte que le bois d'acajou utilisé provient d'un arbre où un homme s'était autrefois donné la mort. Chaque nouveau propriétaire rapporte des bruits de grattement provenant de l'intérieur des tiroirs vides. Une femme aurait même vu des mains translucides sortir du bois pour tenter de l'agripper. Mais délaissons un instant les objets domestiques pour nous tourner vers une malédiction à plus grande échelle. Voici l'histoire du SS Great Eastern, le plus grand navire du monde lors de son lancement en 1858. Dès le début de sa construction, ce géant des mers semble marqué par le sceau du destin.
2 ouvriers disparaissent mystérieusement lors du rivetage de la double coque en acier. Leurs collègues les cherchent partout, mais ils ne seront jamais retrouvés vivants. La légende raconte qu'ils ont été emmurés vivants accidentellement dans les profondeurs du navire. Pendant des années, les marins affirmeront entendre des coups sourds provenant de la coque durant les tempêtes. Le lancement du Great Eastern est une catastrophe, le navire restant bloqué sur sa rampe pendant des mois. L'ingénieur en chef, Isambard Kingdom Brunel, subit une crise cardiaque la veille du premier voyage. Lors des essais en mer, une explosion massive ravage l'une des cheminées du paquebot. 6 hommes perdent la vie dans cet accident, renforçant l'idée que le navire est maudit. Le Great Eastern ne transportera jamais le nombre de passagers espérés, ruinant ses investisseurs. Il finit sa carrière comme un simple navire de pose de câbles télégraphiques au milieu de l'Atlantique. C'est lors de son démantèlement final que l'horreur absolue est découverte. Dans la double coque, les ouvriers trouvent les squelettes de 2 hommes disparus 30 ans plus tôt. Leur fantôme avait hanté le navire pendant toute son existence, piégé dans l'acier froid. Mais revenons à notre iceberg, car nous approchons maintenant de sa base la plus instable. Les objets maudits ne sont pas toujours faits de bois ou d'acier, certains sont d'une beauté pure. Le diamant Hope, une gemme d'un bleu profond, possède l'un des passés les plus sanglants de la joaillerie. Tous ceux qui l'ont possédé, des rois de France aux riches héritières, ont connu une fin tragique. On raconte qu'un prêtre l'aurait maudit après qu'il a été volé dans l'œil d'une statue d'idole en Inde. Chaque éclat de ce diamant semble refléter les cris de ses victimes passées. Mais qu'en est-il des poupées qui refusent de rester immobiles quand on ne les regarde pas ? Monsieur Fritz, une marionnette de ventriloque, a été filmé en train de bouger ses yeux et sa bouche seule. Le propriétaire actuel l'a enfermé dans une cage en verre pour éviter qu'il ne se déplace la nuit. Des bruits de pas d'enfants sont pourtant entendus autour de la cage chaque nuit à 3 heures du matin. Ces manifestations ne sont que le prélude à des mystères encore plus vastes et inexplicables. Car plus nous descendons, plus les frontières entre notre monde et l'au-delà s'effacent. Nous arrivons au point où la logique humaine n'a plus aucune prise sur la réalité. Les histoires de navires retrouvés sans une âme à bord commencent à émerger des eaux sombres. Imaginez un navire dont le déjeuner est encore sur la table, mais dont l'équipage s'est volatilisé. Quelque chose d'invisible rôde dans les vagues, attendant patiemment sa prochaine proie. La commode et le paquebot n'étaient que des avertissements pour ceux qui se cachent au fond de cet iceberg. Car le secret le plus terrifiant du Mari Céleste est sur le point d'être révélé. Mais alors que nous pensions avoir tout vu, un bruit étrange retentit juste derrière vous. Une porte s'ouvre lentement dans le silence de votre propre maison. Est-ce le vent ou la malédiction qui vient de franchir votre seuil ? Ne bougez plus, car le dernier niveau de l'iceberg nous attend et il ne laisse personne revenir indemne. Le mystère final du navire fantôme va enfin être mis à nu dans notre ultime chapitre. Nous atteignons enfin la base de notre iceberg, là où les ténèbres sont les plus denses. Ici reposent les secrets que l'humanité a tenté d'enfouir sans jamais y parvenir. Le premier artefact de ce dernier palier est le légendaire Diamant Hope. Cette pierre d'un bleu profond semble porter en elle une trace de pur désespoir. Selon la légende, chaque propriétaire de ce bijou a connu une fin prématurée et violente. On raconte que le diamant fut arraché à l'œil d'une idole sacrée en Inde, déclenchant une colère divine. Des décapitations aux faillites ruineuses, la liste des victimes s'étend sur plusieurs siècles. Aujourd'hui, il repose silencieusement dans un musée, mais son aura de malheur demeure intacte. Plus troublant encore est le cas de la marionnette Monsieur Fritz. Ce pantin de ventriloque, datant de la Seconde Guerre mondiale, a été filmé en train de bouger seul. Ses yeux de verre semblent suivre chaque mouvement de ceux qui osent l'observer. Michael Diamond, son actuel propriétaire, a capturé des images où le boîtier en verre s'ouvre sans aide. Est-ce le résidu psychique d'un ancien prisonnier de guerre ou quelque chose de bien plus sombre ? Quoi qu'il en soit, Monsieur Fritz reste l'un des objets les plus actifs recensés à ce jour. Mais aucun objet ne peut égaler l'énigme du Mari Céleste, le navire qui navigua sans équipage. En décembre 1872, ce brigantin fut découvert dérivant au large des Açores. Lorsque les marins du Dei Gratia montèrent à bord, ils ne trouvèrent absolument personne. La cargaison était intacte, les réserves de nourriture étaient pleines et les effets personnels étaient à leur place. 10 personnes, dont une femme et un enfant, s'étaient évaporées comme par enchantement. Aucune trace de lutte, aucune preuve d'une tempête dévastatrice ne fut relevée par les enquêteurs. Les théories les plus folles ont circulé, mutinerie, monstres marins ou enlèvement extraterrestre.
Pourtant, la réponse pourrait être liée à la cargaison d'alcool industriel que transportait le navire. Des vapeurs toxiques auraient pu forcer le capitaine à ordonner une évacuation d'urgence dans le canot de sauvetage. Mais une fois dans l'embarcation, le lien avec les navires s'est probablement rompu, les condamnant à l'immensité de l'océan. Le destin tragique de ces âmes reste la conclusion la plus probable à ce mystère maritime. Nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers les strates de cet iceberg hanté. Chaque objet, chaque lieu évoqué nous rappelle que le voile entre notre monde et l'inconnu est mince. Que l'on y croit ou non, l'impact de ces histoires sur notre psyché collective est indéniable. Certains de ces objets sont toujours là, tapis dans l'ombre, attendant leur prochaine victime. La science tente d'expliquer, mais l'expérience humaine, elle, continue de frissonner. Peut-être que le véritable pouvoir de ces malédictions réside dans notre propre peur de l'inexplicable. Les époux Warren, Thomas Busby et tant d'autres ont laissé une empreinte indélébile sur cette carte de l'effroi. La prochaine fois que vous croiserez un objet ancien au détour d'une brocante, regardez-le bien. Écoutez le silence qu'il dégage, car il pourrait bien avoir une histoire à vous raconter. Notre exploration de l'iceberg touche à sa fin, mais les profondeurs restent infinies. Merci d'avoir bravé ces légendes avec nous jusqu'au bout de la nuit. N'oubliez jamais que la réalité dépasse souvent la fiction dans ce qu'elle a de plus terrifiant. Restez curieux, restez prudent et gardez toujours une lumière allumée. Le mystère reste entier et c'est peut-être mieux ainsi pour notre tranquillité d'esprit. Adieu et que les ombres vous soient clémentes.